Bonsoir, donc je suis Lucie Marinier, je suis professeure du Conservatoire national des arts et métiers, je suis titulaire de la chaire d'ingénierie de la culture et de la création. Et je travaille en particulier sur les enjeux de transition socio-écologique du secteur culturel. Et j'ai pris en charge la préfiguration de l'école des transitions du CNAM, les écoles dans le cadre desquelles s'inscrivent ces cycles de conférences. École qui est maintenant animée par Elisabetta Bucolo, que je salue, qui est ici ce soir. Nous accueillons ce soir, donc dans ce cycle École des transitions, Philippe Grandcola, que je remercie infiniment d'être présent ce soir, donc directeur de recherche au CNRS, membre de l'IPBES, dont il va nous reparler. L'IPBES étant le GIEC du climat. On se disait à l'instant que c'était une instance bien moins connue dans son existence et son fonctionnement que le GIEC, et auteur de très nombreux ouvrages sur la biodiversité et de vulgarisation scientifique, puisque nous sommes ici dans un moment de vulgarisation scientifique, et notamment Tout comprendre ou presque sur la biodiversité. C'est cet ouvrage-là qui est pas le plus accessible, qui est extrêmement accessible et que je vous conseille tous de vous procurer et de consulter. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire sur ce cycle de 3 conférences sur les enjeux des transitions écologiques, une conférence spécifique sur la question de la biodiversité avec Philippe? D'abord parce que, il est bon de le rappeler, les crises écologiques, elles sont constituées de l'atteinte, du dépassement, de l'atteinte de limites et du dépassement de 9 limites planétaires, dont le climat n'est que l'une d'entre elles, la biodiversité étant l'une des 9 autres, et sans doute une des limites qui atteint un point le plus critique ces dernières années. Donc ça, c'est évidemment la première question, c'est de travailler en termes de diffusion de la culture scientifique sur le fait que parmi les crises écologiques, la biodiversité en est une majeure et qu'elle est moins bien connue du grand public parce qu'elle bénéficie de moins de diffusion de ces résultats scientifiques. Ensuite, évidemment, parce que je le disais, la biodiversité connaît aujourd'hui un effondrement. Et Philippe nous en reparlera, un effondrement qui est parfaitement, malheureusement, documenté et renseigné par les données scientifiques. On parle notamment d'une 6e extinction des espèces, mais Philippe y reviendra. Donc d'abord, on a voulu faire cette conférence sur la biodiversité parce que son effondrement est une réalité scientifique qu'il est indispensable de communiquer. Mais aussi parce que la biodiversité et sa protection est bien mal défendue aujourd'hui, et sa protection est même aujourd'hui attaquée dans l'opinion publique, mais y compris attaquée par un certain nombre de responsables politiques et institutionnels, notamment ce qui permet sa protection, c'est-à-dire notamment la police de l'environnement. Vous avez sans doute les uns et les autres entendu parler des attaques contre l'Office français de la biodiversité, qui, en notre nom à tous, a pour charge de veiller à limiter les atteintes à la biodiversité. Donc c'est aussi le rôle et le devoir de l'université et de la recherche de parler plus fort et de dire quand les données scientifiques vont à l'encontre de ce que peut être un discours public ou politique, et il est particulièrement violent ces derniers temps sur ce sujet. Ensuite, parce qu'elle est, la biodiversité, bien mal connue du grand public, et qu'elle fait l'objet, et c'est la particularité sans doute par rapport aux enjeux de climat ou aux enjeux de l'eau ou aux enjeux de pollution, parce qu'elle fait l'objet d'un certain nombre de préjugés tout à fait spécifiques qu'il est important d'examiner et de démonter quelque part. Et puis aussi parce que avoir une attitude responsable vis-à-vis de la biodiversité, c'est bien plus difficile à expliquer et bien moins simple que la mesure et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Parce que la biodiversité, ce sont plusieurs phénomènes complexes en interaction et en interrelation les uns avec les autres et avec les écosystèmes, et que ces éléments sont parfois moins appréhendables, plus complexes, plus difficiles à transmettre et à communiquer. Et puis enfin parce que nous pensons, en tant que scientifiques,
moi je suis plutôt dans le secteur des sciences humaines et sociales, et notamment sur les enjeux culturels, mais c'est aussi le cas des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur le vivant, ou ceux des sciences de l'ingénieur ou des sciences dites exactes, parce que la biodiversité, la pensée biodiversité, c'est un formidable levier d'action. Parce que ça nous permet de réfléchir, de penser et d'avoir un schéma de réflexion qui est celui de l'interdépendance. Et ça, c'est particulièrement nécessaire et fondamental en matière de transition écologique. Une logique d'interdépendance et une logique d'équilibre également, qui sont au cœur de ce qu'on peut appeler, qu'on appelle la sobriété écologique, qui n'est pas la même chose que l'efficacité écologique. Et donc, penser biodiversité, c'est aussi une dynamique intéressante pour réfléchir à l'ensemble des crises écologiques et des 9 limites planétaires, notamment en matière de réflexion sur les risques, en matière de réflexion sur les interactions entre les humains et leurs environnements, et en matière d'écosystèmes. Alors, pour toutes ces raisons-là, ça nous a semblé tout à fait fondamental d'avoir cette soirée sur cette thématique de la biodiversité. Et je laisse la parole maintenant à Philippe Grandcola, et puis on reprendra en fin de session quelques questions, si Philippe en est d'accord. Je vous remercie. Je vais peut-être utiliser ce micro ici. Merci pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, le titre de l'intervention, c'est « Mesurer et rendre visibles les enjeux de biodiversité », précisément parce qu'ils ne le sont pas assez. Il y a des mots qu'on entend dans notre enfance et qu'on entend de la bouche de nos parents, de nos proches, de notre famille, de nos amis, de nos enseignants très tôt. Des mots comme le climat, par exemple, on les apprend très prématurément et puis on se les représente culturellement. On sait très tôt ce que ça veut dire, même si, bien sûr, on n'en a pas les concepts ou les outils des physiciens ou des chimistes du climat. Et puis, il y a sa traduction quotidienne en termes de météo aussi, qui est une sorte de rite télévisé maintenant depuis quelques décennies, et qui nous rend tous ces phénomènes familiers. Et finalement, ça fait partie de nos cultures quotidiennes, qui sont après reprises dans les médias, qui sont intégrées dans nos structures sociales. Et quand les scientifiques nous parlent de climat, finalement, ils nous parlent de quelque chose qui nous est familier. Alors peut-être quelquefois, on n'a pas les bons concepts et il faut comprendre ce qu'il en est réellement, mais au moins, on est capable de s'approprier ce dont on parle. Pour le vivant, c'est un peu plus compliqué, parce que finalement, jusque dans les années 80, il n'y avait pas de mots spécifiques pour parler de la diversité du vivant. On pouvait parler de nature, on en parle encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ouvrages sur la biodiversité, finalement, qui préfèrent le mot nature parce qu'il est plus familier. Alors si vous faites une petite expérience, vous allez sur un moteur de recherche sur le web et vous tapez le mot nature et vous allez voir sortir des images comme celle-ci, des représentations un peu idéalisées, mais dans lesquelles il n'y a jamais d'humain. Parce que vous le savez, on n'est pas dans la nature, on revient à la nature. Les anthropologues ont expliqué ça très bien. Mis à part beaucoup de peuples autochtones, la plupart des peuples occidentaux, en fait, ne se sentent pas partie prenante dans la nature. Et c'est bien tout le problème du concept de nature, c'est une représentation un peu confuse dans laquelle on met aussi un peu le climat, les ressources naturelles, les roches, etc., mais certainement pas les humains. Et puis il y a cet ensemble, voilà, des organismes de toutes sortes, ceux qui nous sont familiers, des oiseaux, des plantes, des poissons, etc., pour lesquels il n'existait pas finalement de dénomination, à part une dénomination générique, le vivant, d'où on a tiré d'ailleurs le terme des sciences du vivant pour parler de la biologie de laboratoire. Mais là, c'est générique et finalement, on parle des points communs à tous ces organismes, mais on ne parle pas de leurs différences. Et donc, les scientifiques des années 80 se sont rendus compte, quand ils dialoguaient avec la société, avec les politiques, qu'il était indispensable d'avoir un mot qui permettrait de désigner le fait que les organismes ne sont pas semblables et que leurs interactions comptent. Et qu'au-delà des catégories qu'on a l'habitude d'appeler les oiseaux, les poissons, les bactéries, les humains, les insectes, etc., il y a à la fois une unité et une diversité dans cet ensemble. Et ça a tellement finalement fait florès que, à peine une dizaine d'années après la création de ce mot, il y a une convention internationale qui a été formulée au sommet de la Terre à Rio, en même temps que la Convention internationale sur le climat,
Et donc une convention qui fait état de ce que c'est que la biodiversité, qui demande qu'on la conserve, qu'on la gère durablement et qu'on partage les avantages liés à sa connaissance. Et donc dans cette convention, qui est disponible d'ailleurs dans les langues des Nations Unies, sur le site des Nations Unies, vous verrez qu'il y a une définition qui scientifiquement est parfaitement correcte. C'est la diversité génétique. Même à l'intérieur d'une espèce, les individus ne sont pas tous pareils. Et c'est très important parce que ça leur permet, ça permet à certains d'entre eux d'espérer survivre ou se reproduire au cours des générations. Les différences, bien sûr, entre les espèces sont importantes puisqu'elles sont apparues au cours de l'évolution et qu'aujourd'hui, c'est cette évolution qui permet de reconnaître des groupes d'organismes, ce phénomène évolutif qui nous permet aujourd'hui d'identifier des groupes d'organismes qui ont des caractéristiques différentes. Et puis enfin, le troisième aspect de la biodiversité, c'est les interactions entre ces espèces, parce qu'elles n'interagissent pas au hasard, et il ne suffit pas de les entasser dans un même lieu pour que se forme un écosystème. Encore faut-il qu'il y ait des interactions, par exemple, entre des plantes et des pollinisateurs, entre des proies et des prédateurs, etc., entre des arbres et des champignons, et tout ceci forme biodiversité. Donc on voit tout de suite, effectivement, comme le disait Lucie, il ne s'agit pas d'un concept simple qu'on peut s'approprier comme ça, avec en une seule phrase. Il faut l'expliquer. Et parfois, c'est déjà la première étape qui pose problème. Moi, je vous livre une anecdote. Une fois, il n'y a pas longtemps, quelques années, j'étais sur un plateau de France Inter. Et à la fin de l'interview, la journaliste me pose la question, mais pourquoi vous utilisez ce mot biodiversité que personne, finalement, ne s'approprie? Donc quand on est devant un micro avec 500 000 auditeurs au bout du micro, bon, on est un petit peu stressé. Et je m'en suis tiré par une pirouette en disant, mais même aujourd'hui, les enfants savent de quoi il s'agit. Et c'est vrai, hein, malgré tout, puisque un récent sondage de l'OFP a montré qu'à peu près les trois quarts des Français savent de quoi il s'agit. Et parmi ces trois quarts, il y en a au moins deux quarts qui savent que les humains font partie de la biodiversité, parce que c'est aussi le but de créer ce concept, hein, c'est de se rendre compte que nous sommes une partie du vivant, on n'est pas en dehors de la nature. Et donc je m'en suis tiré par une pirouette en disant, les enfants aujourd'hui, même les enfants savent de quoi il s'agit, donc voilà, votre question n'est pas vraiment pertinente. Et puis, a posteriori, je me suis dit, la question était très pertinente. Le problème n'est pas aujourd'hui de savoir si le concept passe bien dans des médias, si on communique correctement avec. Ce qui est pertinent, c'est de se rendre compte qu'on a été obligé de créer un mot pour désigner quelque chose que nos cultures occidentales sont incapables de désigner ordinairement. Donc c'est quand même extraordinaire qu'en 1986, on ait dû créer un mot pour parler de diversité du vivant, alors que ce mot, il existe pratiquement dans toutes les langues des peuples autochtones. Hein. Tout simplement parce qu'on n'a pas été capable de l'identifier comme quelque chose. Bien sûr, on sait qu'il y a différentes espèces, mais on les désigne toutes comme vivantes, comme si finalement leur identité commune était ce qui était le plus important. Donc vous voyez, cette réflexion de départ, finalement, cette journaliste, elle m'a rendu un bon service, parce que je me suis rendu compte a posteriori que sa question était effectivement extrêmement pertinente, qu'il ne fallait pas s'excuser d'avoir créé un nouveau mot, hein, de jargonner en tant que scientifique, mais finalement, au contraire, essayer de faire comprendre qu'on a un besoin de désigner quelque chose dont on n'arrive pas à s'approprier les propriétés ordinairement, et qui ne fait pas partie de notre culture quotidienne. Je doute même qu'encore aujourd'hui, même si les enfants apprennent le mot biodiversité à l'école, je doute qu'ils l'apprennent souvent de leurs parents. Hein. Ça ne doit pas être si courant que ça, parce que ça reste encore quelque chose qui est un peu extérieur à nos cultures. Et aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir, ici par exemple, dans la rue, là, en demandant aux personnes qui passent de donner un exemple de biodiversité, le plus souvent, on va avoir des réponses qui mettent en scène des grands mammifères africains, des écosystèmes charismatiques, hein, comme des forêts tropicales ou des récifs coralliens. Et puis finalement, très peu d'organismes beaucoup plus familiers qui seraient proches de nous, hein. Très peu de références aux légumes ou aux fruits, par exemple, qu'on va consommer au repas, alors que c'est de la biodiversité également. Et les médias font de même. Hein. Vous voyez le graphe qui est là, en fait, il date un petit peu, mais si vous allez sur le site de l'INA aujourd'hui, que vous faites les mêmes mesures, vous retrouvez les mêmes résultats, peu s'en faut. Ce qui est brun, ce sont les mentions du climat par les médias, et ce qui est vert, c'est la mention de la biodiversité. Et vous voyez, il y a un différentiel énorme. Hein. Aujourd'hui, encore une fois, le moteur de recherche de l'INA vous donne à peu près les mêmes résultats. En fait, le climat, encore une fois, c'est quelque chose qui est banal, qui fait partie du langage quotidien. Puis le GIEC a beaucoup œuvré. Il est né 10 ans avant l'IPBES, son analogue pour la biodiversité. Donc aujourd'hui, on parle pas mal de climat.
Par contre, on parle toujours aussi peu de biodiversité. Et moi, quand je fais de la formation de rédaction, dans des rédactions de journalistes à France Télévisions, à Radio France, ou dans des groupes de presse, les journalistes spécialisés en environnement me disent tout le mal qu'ils ont à faire passer ces sujets-là en conférence de rédaction, parce que très souvent, on leur rétorque que ce sont des sujets un peu anecdotiques, sympathiques certainement, mais pas forcément primordiaux. Alors généralement, pour essayer de briser cette image un peu particulière, un peu biaisée de la biodiversité, moi quand je présente le sujet de la biodiversité devant des corporations diverses, des décideurs, etc., j'utilise 3 objets comme ceci, et pour leur montrer que la biodiversité, c'est pas seulement la girafe, le lion ou l'Amazonie, mais plus proche de nous, voilà une table en bois, c'est de la biodiversité. Il faut se rappeler que le bois, aussi banal soit-il, c'est le tronc d'un arbre qui a mis plusieurs décennies à pousser, et qu'aujourd'hui, il y a encore 1 milliard d'êtres humains qui dépendent du bois pour se chauffer ou pour cuire leur aliment. Et puis le pantalon à côté, c'est pour se rappeler aussi qu'on est tous vêtus de biodiversité, enfin en tout cas je vous le souhaite, parce que polyester ou le nylon, c'est pas très confortable. Donc le coton, le lin, la laine, la soie, ce sont des produits issus de la biodiversité. Aujourd'hui, la culture du coton, c'est un affrontement entre l'agro-industrie et les communautés traditionnelles. C'est un enjeu de biodiversité extrêmement important. Et puis la tasse qui est à côté, c'est pas pour vous expliquer qu'on boit de la biodiversité avec du café, du chocolat, du lait, du jus d'orange, peu importe. C'est simplement pour vous expliquer que la tasse, elle est faite en argile, et que s'il n'y avait pas de biodiversité sur Terre, il y aurait très peu d'argile, parce que l'argile, en fait, résulte de la dégradation des roches silicatées par les bactéries. Vous voyez, donc même des choses qui sont minérales, qui nous paraissent minérales, peuvent être biogéniques, peuvent avoir été créées par le vivant. Donc finalement, quand on fait ce petit exercice autour de nous, là, si on essayait de voir ici dans la salle tout ce qui est issu de la biodiversité, on s'apercevrait que la majeure partie de ce qui est là en est issu d'une manière ou d'une autre, et qu'elle est beaucoup plus présente autour de nous qu'on ne le pense. Mais malheureusement, en fait, cette appréhension qu'on en a, elle est limitée déjà pour commencer par nos sens. Nous sommes des mammifères, des primates, avec bien sûr la vision, l'audition, le toucher, etc. Mais nous ne voyons pas, pour commencer, ce qui est trop petit. Nous ne voyons pas les microbes. Bon, c'est une banalité de dire cela, mais il faut quand même se rendre compte que les microbes, on a commencé à les voir, à les observer des visus de manière un peu lointaine au moment de la microscopie, du début de la microscopie optique, un peu après la Renaissance. Mais finalement, pour parler vraiment de microbes et de comprendre ce dont il s'agissait, il a fallu attendre presque le début du XXe siècle. Il faut se rappeler même qu'en médecine, la notion de microbes et d'infection microbienne, finalement, elle date du début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. La révolution haussmannienne à Paris, elle a été conduite sous couvert de la théorie des miasmes, c'est-à-dire des choses malsaines qui se trouvaient dans l'environnement, mais qui provoquaient des maladies, mais dont on ne connaissait pas vraiment l'existence. Donc finalement, quelque chose d'aussi banal qu'aujourd'hui que les microbes, dont on infère la présence par déduction quand on est malade, c'est quelque chose dont on n'arrive pas encore à être complètement familier. Et les microbes sont pourtant omniprésents. Vous pesez tous à peu près 2 kilos de bactéries, absolument indispensables. Si vous prenez des antibiotiques pendant 2 mois, vous allez être gravement malade parce que vous allez totalement supprimer cette flore bactérienne qui vous permet de digérer, d'avoir un système immunitaire, d'avoir un développement neurologique correct. Et ces microbes sont présents partout. Vous prenez une petite cuillère à café dans un pot de fleurs dehors, là, vous allez avoir dans cette cuillère à café 1 milliard de bactéries. Et sans ces bactéries, 1 milliard de bactéries, c'est énorme, sans ces bactéries, cette terre ne sera pas fertile. Mais évidemment, on ne les voit pas, ces microbes, donc on a du mal à se rendre compte de leur omniprésence et de leur importance. Alors, nos sens ne nous permettent pas non plus de voir l'évolution biologique. Il faut se rappeler finalement qu'il y a des peuples sur Terre. Si on apprend un peu d'antiquité gréco-romaine, on sait qu'il y avait des peuples qui pratiquaient des mesures astronomiques il y a déjà plusieurs millénaires, avec des résultats extraordinaires sur la connaissance de leur environnement et puis une connaissance quasiment cosmographique. La théorie de l'évolution, elle n'a été formulée de manière à peu près débutante qu'au début du XVIIIe siècle. Vous voyez, donc des siècles et des siècles plus tard. En fait, ce que l'on ne voit pas,
on ne voit pas le changement d'un organisme, c'est beaucoup trop lent. Il faudrait scruter des individus d'une génération à une autre et puis s'apercevoir qu'il y a des petites différences qui se sont produites et qui sont héritées jusqu'à la génération suivante. Cette évolution, on ne la voit pas. Et pour cette raison, elle n'a été découverte que très tardivement. Là encore, moi j'ai coutume de dire que si mes grands-parents avaient fait des études supérieures, ce qui n'est pas le cas, ils étaient nés dans les années 1890, on n'aurait jamais pu leur apprendre ni l'existence des microbes, ni l'évolution biologique, ni l'écologie, parce que c'était encore des faits scientifiques qui étaient encore, on va dire, à la pointe du progrès et qui n'étaient pas partagés même par l'ensemble de la communauté scientifique et encore moins par l'ensemble de la société. Donc vous voyez, ces éléments-là, finalement, sont arrivés très tardivement dans notre culture. Et finalement, si on réfléchit, on se rend compte que des personnes fin 19e n'avaient pas du tout la même vision de la diversité du vivant, ne pouvaient pas avoir la même vision du diversité du vivant que nous. Et le troisième élément qu'on ne voit pas, ce sont les interactions très fugaces. Bien sûr, vous voyez des abeilles sur des fleurs, parce qu'une ruche, au plein de la saison, c'est 50 000 individus, et elles passent la majeure partie de leur temps à butiner, tout au moins pour les butineuses. Donc on voit forcément cette interaction, mais est-ce que vous voyez le renard prédater des souris? Est-ce que vous voyez les champignons faire des manchons autour des racines des arbres? Est-ce que vous voyez la coccinelle finalement ne pas être mangée par l'oiseau qui lui trouve mauvais goût? Vous ne voyez pas toutes ces interactions-là. Et de la même manière, finalement, on a du mal à se rendre compte que tout est interaction au sein du vivant. Donc de fait, tous ces éléments sont nés tardivement dans la science moderne, et puis ils ont percolé encore plus tardivement dans la société. Et il y a des mots aujourd'hui qui quand même sont connus. Le mot écosystème, par exemple, il est devenu même une métaphore. On parle de l'écosystème de l'entreprise, etc. Le mot écosystème, il est né en 1935, donc il a fini par passer dans la culture commune, quotidienne de tout à chacun. Le mot biodiversité est encore un petit peu trop récent pour qu'il en soit de même. Mais l'ensemble de ces manques de perception, finalement, nous amènent à ne pas avoir une vision réelle de la dynamique et de la nature de la biodiversité, tout simplement parce que voilà, un décideur aura du mal de comprendre que les microbes sont omniprésents, de comprendre que n'importe quel organisme, si on exerce une pression de sélection de génération en génération, il va changer très rapidement, avec des phénomènes, par exemple, comme l'antibiorésistance, qui tue encore 35 000 personnes par an en Europe, qui a des phénomènes écologiques qui sont indispensables. Par exemple, on va classer le geai comme l'oiseau, vous connaissez tous cet oiseau avec un miroir sur l'aile avec des petites plumes bleues. Le geai, qui est un oiseau ingénieur qui transporte les graines et qui permet aux chênes de se disperser, de former des forêts, cet oiseau, il est classé comme une espèce nuisible susceptible d'occasionner des dégâts. Vous voyez, donc on a une vision de la biodiversité, malheureusement, qui est limitée par nos sens. Et même si la science nous dit un certain nombre de choses, on va le voir, ces choses que la science nous dit ne passent pas encore complètement dans la société, parce que c'est pas du fait commun. Et puis nous avons aussi des biais comportementaux. Bien sûr, nous sommes des primates et on regarde avec beaucoup d'attention, beaucoup d'empathie des organismes qui nous ressemblent. Quand vous voyez un chien comme celui-là vous tendre la patte, vous n'avez qu'une envie, c'est de le flatter, de lui tenir la patte, etc., d'être bienveillant. Et j'ai des collègues qui ont fait une expérience avec quelques milliers de personnes, qui ont regardé en fait si on éprouve ce sentiment d'empathie de la même manière pour tous les organismes. Alors vous savez déjà que la réponse est non, puisqu'il y a des organismes qui vous dégoûtent ou qui ne vous intéressent pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le sentiment d'empathie en fait, diminue à mesure qu'on s'éloigne de nous au plan de l'évolution. Donc vous éprouvez de l'empathie pour la plupart des mammifères, pour la plupart des oiseaux, un peu moins déjà pour des serpents ou des grenouilles. Pour les poissons guerres, quand vous voyez un chalut sortir de l'eau avec des poissons horriblement comprimés à l'intérieur, vous avez plutôt l'impression de voir une belle pêche et de féliciter les pêcheurs, alors que quand vous voyez un élevage de volailles ou de cochons mal gérés avec des animaux malades, ça vous dégoûte et vous souffrez pour ces animaux. Vous voyez, il y a déjà une différence d'empathie. Puis si on s'éloigne dans le vivant et qu'on va vers des organismes qui se sont différenciés d'un ancêtre commun avec le nôtre il y a quelques dizaines ou centaines de millions d'années, là on n'éprouve plus du tout d'empathie. Je ne pense pas que vous ayez la sensation de faire souffrir un moustique sur le mur de
la chambre quand vous l'écrasez, après qu'il vous a ennuyé au cours de la nuit, ou que vous soyez désolé de couper le pied d'un champignon à l'automne au sein d'une forêt. Et pourtant, vous voyez, récemment, il y a une convention qui a été signée à Washington par tout un ensemble de scientifiques neurologues et qui expliquait en fait que la sensibilité animale, ce qu'on appelle la sentience aussi en d'autres termes, la capacité à s'identifier comme un individu, à reconnaître ses congénères, à éprouver de la souffrance, c'est pas seulement chez les mammifères. Hein. Aujourd'hui, même des insectes en fait ont cette capacité. Donc on se rend compte qu'en fait, vous voyez, cette différence d'empathie, elle n'est pas rationnelle. Elle est tout simplement liée à notre nature de primate. On a de l'empathie pour un chien, on n'en aura pas pour un moustique. C'est pas du tout rationnel. C'est quelque chose qui est guidé par notre nature biologique. On va le voir, ça influence évidemment à la fois la recherche scientifique et puis la société. Et puis ça influence aussi les médias. Un Français voit plus de lions en un an autour de lui qu'il n'y en a dans la nature. Alors c'est de plus en plus facile, hein, parce que malheureusement, les lions qui étaient à peu près au nombre de 200 000, toutes espèces confondues, moi quand j'étais enfant, aujourd'hui sont au nombre d'à peu près 20 000 dans le milieu naturel. Ils sont victimes du braconnage, du changement climatique, de la dégradation des habitats, etc. Mais les lions, vous les voyez partout. Vous les voyez sur la calandre des Peugeot, vous les voyez sur les barres chocolatées, vous les voyez dans les films pour enfants, vous les voyez dans des reportages animaliers, etc. Et quand on pose la question aux personnes sondées sur ce sujet, mais est-ce que vous pensez que les lions sont en bon état dans la nature? La réponse généralement est oui. Hein, d'une part, parce qu'on pense que les lions sont monitorés au sein de parcs nationaux en Afrique avec des rangers, que tout ça est bien géré. Puis d'autre part, parce qu'on les voit tellement autour de nous dans les médias, qu'on a l'impression que finalement leur omniprésence témoigne de leur bonne santé. Hein. Alors en réalité, il n'en est rien. Les lions, les girafes, les éléphants, tous ces animaux charismatiques, en réalité, on a l'impression qu'ils survivent correctement dans les écosystèmes. En réalité, d'ici quelques décennies, ils auront probablement tous disparu à l'état sauvage. Donc on est vraiment dans une situation où finalement ce que l'on voit autour de nous nous trompe complètement, hein, sur l'état de la nature, parce qu'évidemment on n'a pas la capacité, à moins d'avoir voilà, d'être un naturaliste chevronné et d'aller séjourner régulièrement dans des savanes africaines, on n'a pas la capacité à mesurer l'état des populations de ces espèces. Et donc on a tous ces biais par rapport à la biodiversité qui nous empêchent de comprendre finalement sa nature, sa dynamique, son état, et puis qui nous empêchent souvent aussi, du fait de nos représentations culturelles, de se rendre compte qu'elles nous rendent des services, hein, de manière des services indispensables. Parce que quand on dit biodiversité, très souvent on désigne justement ces animaux charismatiques, mais on ne désigne pas les 5 fruits et légumes qu'on devrait manger chaque jour, et puis les milliers d'organismes qui contribuent à l'existence de ces 5 fruits et légumes. Parce que pour que ces fruits et légumes soient produits, il faut des pollinisateurs, il faut des bactéries dans le sol, il faut des antagonistes, des insectes qui les agressent, etc., etc. Un simple poireau, pour pouvoir arriver jusqu'à votre table, à moins qu'il soit issu d'une culture hydroponique abominable, il a sollicité la bienveillance et la coopération de quelques centaines d'espèces vivantes. Donc on se nourrit de biodiversité, et aujourd'hui c'est une vraie question, hein, justement, on le verra, la production alimentaire est à la fois une énorme production de biodiversité, en même temps un énorme enjeu de destruction de la biodiversité dans les écosystèmes. Nous-mêmes, nous sommes de la biodiversité, et c'est quelque chose qu'on a toujours du mal encore à se représenter, nous-mêmes et notre microbiome, nos 2 kilos de bactéries qui sont indispensables. Et puis un phénomène comme par exemple la régulation climatique est absolument dépendante de la biodiversité. Aujourd'hui, il y a à peu près 1/3 des gaz à effet de serre qui sont captés par la photosynthèse des algues et des plantes terrestres. Hein. Donc vous imaginez, si on en émet déjà trop, hein, si ces plantes et ces algues se portent mal, évidemment, on aura encore plus de gaz à effet de serre qui seront présents dans l'atmosphère, et un effet de serre, un dérèglement climatique encore plus important. Mais moi j'aime bien, au-delà de ces catégories génériques de services, parler de services qui sont un petit peu plus surprenants, auxquels on ne pense pas, parce que si on pense que voilà, finalement il suffit de cultiver de manière industrielle un certain nombre de plantes ou d'animaux, qu'il suffit de planter des arbres pour réguler le climat, on a l'impression que finalement ces services, on peut leur substituer des versions simplifiées qui seraient produites par les humains et qu'il est guère besoin de conserver des écosystèmes naturels dans un état acceptable.
Alors moi, j'aime bien vous parler des baleines. Bon, elles ont été mises à l'honneur de la presse récemment suite à l'emprisonnement momentané de Paul Watson. Mais généralement, les baleines, on vous montre des belles photos comme celle d'en haut, là. Une belle baleine dans une eau bleue pure. Et c'est remarquable. Ce sont des organismes fabuleux par leur taille, par leur comportement finalement pacifique. Et puis on s'émeut finalement de la prédation par l'homme qui est faite sur leur population, puisque aujourd'hui c'est totalement fait pour des raisons futiles. On n'a plus besoin d'huile de baleine, on n'a plus besoin de fanon, on n'a plus besoin de viande de baleine, et ces animaux sont pacifiques et on les tue stupidement et cruellement. Alors on pourrait penser que c'est un problème seulement éthique, ce qui est déjà suffisant pour cesser de les tuer, mais en fait il n'en est rien. Moi je vous montre en bas, alors c'est pas une exclusivité, mais c'est quelque chose que vous verrez rarement, c'est une photo de caca de baleine. Voilà, parce que le caca de baleine, il est à la mesure de la baleine, il est colossal. Et sachez que ce caca de baleine, exactement comme les fécès des mammifères terrestres, il va fertiliser les champs de plancton. Donc vous n'auriez pas de baleine, le plancton se porterait très mal, tout simplement parce qu'il n'y aurait pas le fertilisant des fécès de baleine, et puis parce que la prédation effectuée par la baleine booste aussi la croissance du plancton. On a calculé que si on enlève tous les cétacés des mers du globe d'un seul coup, on va en fait émettre une quantité de gaz à effet de serre supplémentaire qui est à peu près de l'ordre de 5 fois les émissions françaises. Voilà. Parce que finalement, la photosynthèse des algues dans la mer ne suffit pas seule à capter le carbone. Encore faut-il que ces algues soient nourries. Encore faut-il que ces populations d'algues soient stimulées par les baleines. Donc vous voyez, là on est très loin finalement de l'image de la baleine pacifique, mais qui ne nous rend pas spécialement de service. Et ça, il faut arriver à faire comprendre que dans les écosystèmes, la plupart des espèces finalement interagissent d'une manière qui au final produit le monde dans lequel on vit avec les choses qui nous apparaissent comme des dus, un climat sain, une eau potable, une nourriture, toutes choses qui dépendent finalement du reste de la biodiversité. Et en matière de stock de carbone, le stock de carbone dans l'environnement, on pourrait se dire oui, il est en grande partie minéral, mais il est aussi en très grande partie biologique. Le stock de carbone, c'est la végétation sur pied, c'est le plancton dans les océans, et c'est aussi les débris organiques issus de la végétation dans le sol. Et ce stock de carbone, il est absolument indispensable de le conserver, de le préserver. Vous savez qu'une forêt qui est stressée par la sécheresse, elle ne fait plus de photosynthèse, elle ferme les orifices, si je puis dire, et elle ne capte plus de gaz carbonique. Donc la forêt française, pendant les étés trop caniculaires, elle ne piège pas de carbone et elle ne remplit plus ce rôle de régulation climatique. Donc il est parfaitement important de conserver cette propriété de la forêt. Et puis par ailleurs, la biodiversité, si on la traite mal, elle va émettre au contraire des gaz à effet de serre. Là, je vous ai mis sur la droite un petit graphique issu d'un rapport du Haut Conseil pour le climat qui vous montre qu'il y a à peu près 19% des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont produites par l'élevage. Alors c'est bien sûr les véhicules qui sont utilisés par les éleveurs, mais c'est surtout les rots des vaches qui sont du méthane. Et en fait, la quantité de vaches est telle aujourd'hui sur Terre, on a 15 fois la masse de tous les mammifères en masse de bovins. C'est absolument considérable. Aujourd'hui, sur Terre, on a une quantité de vaches tellement grande que les rots qu'elles produisent posent un problème en matière de bilan de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, la biodiversité, elle peut d'un côté capter si on la traite correctement, si on conserve des forêts naturelles en bonne santé, ou elle peut au contraire émettre si on exagère sa dynamique ou si on la maltraite. Alors un petit bilan pour vous montrer aussi que même si on parle simplement en termes d'espèces, même sans aller jusqu'à la diversité génétique, parce que là ça devient très compliqué, avec des chiffres encore plus astronomiques, même dans notre seul territoire métropolitain, on a déjà 40 000 espèces d'insectes, 6 000 espèces de plantes, 1 500 espèces de vertébrés. Vous voyez, on n'est pas dans des systèmes simples. Il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie pour trouver des écosystèmes compliqués. Déjà, ne serait-ce qu'autour de nous, là, même dans des forêts de la région parisienne, il y a déjà beaucoup d'espèces vivantes et leurs interactions sont la plupart du temps négligées. Et malheureusement, cette biodiversité, elle a été modifiée de manière très importante. Je vous parlais des bovins qui pèsent aujourd'hui 15 fois la masse de tous les autres mammifères et qui pèsent 2 fois la masse des humains. On pourrait faire le même constat à propos des oiseaux. Aujourd'hui, les oiseaux, la volaille d'élevage pèse plus de 2 fois plus lourd que tous les oiseaux sauvages du monde. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est dans un monde d'animaux domestiques.
Et bon, il y a d'autres organismes plus discrets, comme les insectes, par exemple, qui pèsent encore bien lourd, hein, même s'ils sont de petite taille, comme les fourmis, par exemple. Mais malgré tout, on est dans un monde qui est profondément modifié. Puis si on continue ce tableau des modifications apportées au globe terrestre, on se rend compte aussi que nos productions humaines matérielles pèsent très lourd, hein. Le plastique aujourd'hui sur Terre, c'est plus lourd que tous les animaux. C'est pas seulement l'océan de plastique quelque part loin dans le Pacifique, hein, c'est le plastique que vous avez dans votre corps, le plastique qu'il y a partout ici autour de nous, le plastique qu'il y a dans les sols agricoles en Europe, etc. Et puis nos infrastructures, nos constructions, nos enrobages, etc. pèsent plus lourd que toute la végétation du monde entier. Donc on a construit plus que ne pèsent tous les arbres et toutes les prairies du monde entier. Donc évidemment, une fois qu'on mentionne ces nombres, on se rend compte qu'on est dans un environnement qui est profondément modifié et il ne faut pas s'étonner que nos pressions posent problème. Et c'est précisément le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nos pressions provoquent ce que l'on appelle une crise d'extinction, hein, c'est-à-dire que les populations diminuent et à force de diminuer, elles finissent par occasionner des disparitions d'espèces. Il y en a eu par le passé, mais elles étaient beaucoup plus lentes. Elles étaient causées par des phénomènes volcaniques ou par des phénomènes astronomiques. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ça va très vite, hein, 10 à 100 fois plus vite. Et puis, on est dans une situation aussi qui est entièrement causée par les humains et évidemment qui a des conséquences pour nous, hein, puisqu'on va le voir, cette biodiversité qui nous rend service, il y en a une certaine partie qui est en train de disparaître. Alors ce million d'espèces qui est en risque d'extinction d'ici 30 ans, pour beaucoup de politiciens, ça paraît pas très grave parce que 30 ans c'est loin, hein, donc on se dit on va avoir le temps de faire quelque chose, mais à force d'attendre on ne fait rien. Et puis ça semble être un événement, comment dire, brutal qui va intervenir dans 30 ans, alors qu'en réalité s'il y a extinction dans 30 ans, c'est parce que d'ici 30 ans, les populations sont en train de s'effondrer, hein. Donc on est déjà dans une situation où beaucoup d'organismes se portent mal. Par exemple, en France, autour de nous, on a perdu, en Europe, on a perdu 800 millions d'oiseaux en 30 ans. On a 30% des populations d'oiseaux communs en France qui ont disparu depuis 30 ans. On a, dans des paysages agro-industriels, presque les 3/4 des populations d'insectes qui ont disparu. Alors ces espèces existent toujours, mais leurs effectifs sont tellement réduits que certaines d'entre elles sont en train de disparaître, et puis d'autres, ça viendra si on ne fait rien. De la même manière, en Europe, on a presque la moitié des espèces d'arbres qui sont en voie d'extinction à l'échéance de 30 ans également. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans des pays lointains avec des écosystèmes encore un peu naturels pour se rendre compte que les chiffres sont effrayants, hein. Et là, les barres que vous voyez sur ce graphique-là qui sortent le rapport de l'IPBES de 2019, qui fait un peu l'état de la biodiversité dans le monde, vous montre la fraction qui est encore en bon état, la fraction verte dans un certain nombre de groupes, hein. La fraction qui commence à se dégrader, orange, et puis la fraction qui est dans un état vraiment très proche de l'extinction, rouge, et la fraction éteinte qui est violet foncé. Alors évidemment, on peut voir la bouteille à moitié pleine, hein, comme un rassuriste, hein, et se dire, voilà, j'ai passé mes vacances en Bretagne cet été, il faisait très frais, donc le changement climatique, c'est pas très grave. De la même manière, on peut se dire, voilà, il y a plein d'espèces, hein, qui se portent encore pas si mal que ça. Et finalement, c'est pas si grave, la crise de la biodiversité, mais est-il normal que dans un certain nombre de groupes, d'organismes, vous ayez de l'ordre d'un tiers, un quart ou de la moitié des espèces qui sont en train de disparaître? La réponse est non, et surtout, comme on va le voir, ça a des conséquences. Alors l'IPBES, dans sa synthèse qui était basée sur des milliers de publications scientifiques, exactement comme le GIEC le fait, hein, a montré qu'il y a 5 causes à cela. Il y a la disparition des habitats, quand vous coupez une forêt, quand vous asséchez une zone humide, quand vous détruisez une haie. Évidemment, toutes les espèces qui se trouvent en leur sein disparaissent au moins localement, hein. Et ça, c'est d'autant plus important que à l'échelle du monde, c'est colossal. On perd chaque année 4 millions d'hectares de forêt. On perd en France encore chaque année 20 000 kilomètres de haies, et puis on en replante péniblement autour de 5 000 kilomètres les bonnes années, hein. Donc on est vraiment dans une situation où les habitats continuent à disparaître, les zones humides continuent à disparaître en France. Les prélèvements sont liés aux disparitions d'habitats. Quand vous coupez des arbres dans des exploitations forestières, dans des forêts naturelles, évidemment, vous détruisez des forêts. Aujourd'hui, la moitié des poissons qui sont débarqués dans les ports français sont des poissons issus de la surpêche, hein. Je ne vous parle pas de navires-usines chinois qui font des pêches illégales quelque part à l'autre bout du monde. Là, on parle des navires qui débarquent dans les ports français. Et au niveau mondial, c'est à peu près un tiers des populations de poissons qui sont en surpêche. L'extraction du bois n'a pas cessé d'augmenter.
Et puis, on oublie souvent les trafics des espèces animales ou végétales, hein, qui ont un impact considérable. Quand on pense trafic, on pense corps de rhinocéros. On se dit c'est quelques animaux très spectaculaires qui sont tués par des braconniers pour des collectionneurs un peu fous et richissimes. Mais en réalité, les trafics animaux, c'est 500 millions d'animaux qui transitent chaque année illégalement d'un pays à l'autre. Et ça concerne des centaines d'espèces. Ça peut être des araignées migales, ça peut être des papillons exotiques, ça peut être des plantes bizarres, ça peut être des reptiles, et ça peut être des mammifères, des pangolins ou des serpents. Il y a vraiment toutes sortes d'espèces qui sont prédatées de cette manière-là par les humains, et ça représente des effectifs considérables et d'autant plus impactants que généralement ça concerne des espèces qui sont rares, parce que ce qui est rare est beaucoup plus attractif pour les collectionneurs, hein, et donc on va collecter ce qui est déjà rare et augmenter la rareté. Donc c'est un cercle vicieux. À force d'augmenter la rareté, évidemment, on occasionne des extinctions d'espèces. Le changement climatique lui-même, bien sûr, c'est un danger pour la biodiversité. Quand des forêts tropicales humides, comme en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, brûlent, comme il y a quelques années, ben évidemment, tout ce qu'il y a dedans disparaît. Quand les bourdons européens n'arrivent pas à survivre aux étés caniculaires, eh ben, c'est aussi un problème de climat. Quand les récifs coralliens seront presque entièrement disparus, tout au moins pour les récifs frangeants d'ici 30 ans, à cause du réchauffement et de l'acidification de l'eau de la mer, c'est aussi un effet du climat. La pollution également est une des causes, hein. La pollution, c'est malheureusement générique. Dedans, vous mettez des pesticides, 1 million de tonnes par an de pesticides qui sont 1000 fois plus toxiques que leurs prédécesseurs des années 50. C'est le plastique dont on parlait tout à l'heure. C'est des dizaines de milliers de molécules qui ont des effets adverses sur la biodiversité, que ce soit des perturbateurs endocriniens, des reprotoxiques, des génotoxiques. Tout est possible, hein. Le glyphosate, vous voyez, dont on parle beaucoup parce qu'il est présumé cancérogène pour les humains. Le glyphosate, il a été breveté comme un antibiostatique. C'est un antibiotique. Et quand on le déverse dans le milieu naturel, il nuit énormément à beaucoup d'organismes parce qu'il détruit leur flore intestinale. Voilà, donc les vers de terre et les abeilles sont particulièrement touchés par le glyphosate, alors qu'il n'était censé être spécifique qu'aux plantes, mais en réalité, les chaînes de synthèse d'acides aminés soufrés sur lesquels il agit se trouvent aussi chez les bactéries et chez certains champignons. Donc les pollutions sont omniprésentes, et puis, pire que ce que l'on peut penser, les molécules ont une durée de vie dans l'environnement. Vous avez tous entendu parler des polluants éternels, mais même un polluant qui dure 3 semaines seulement, pendant ces 3 semaines, il va agir, il peut agir en dehors de la zone d'épandage, parce qu'il aura été entraîné par le vent ou par l'eau. Il peut être concentré par des organismes filtreurs, il peut se fixer selon sa nature chimique sur des protéines ou sur des graisses et rester dans le corps des organismes et leur porter tort, évidemment dans le nôtre également. Et puis enfin, dernière catégorie de pression sur la biodiversité, ce sont les espèces exotiques que l'on transporte nous-mêmes d'un endroit à un autre. Alors c'est un peu paradoxal, c'est la biodiversité qui nuit à la biodiversité, hein. Donc quelquefois, il y a des personnes qui se disent bon, c'est pas très grave, ces espèces, elles sont transportées, elles vont se naturaliser. Mais en réalité, dans les espèces en question, il y en a qui posent des problèmes majeurs aux écosystèmes et qui, même une fois naturalisés, vont continuer à poser ces problèmes. Aujourd'hui, on est obligé de démoustiquer dans les régions où il y a trop de moustiques tigres, parce que c'est insupportable pour les gens qui y habitent, et puis parce qu'ils commencent à transmettre des arbovirus qui causent des maladies humaines, hein. L'année dernière, par exemple, pendant l'été, on a eu à peu près 70 cas d'une arbovirus qu'on appelle la dengue dans le sud de la France, et qui est parfaitement endémique maintenant, hein. C'est plus une maladie tropicale. Donc ces espèces exotiques, elles exercent une pression considérable, hein. Quand vous amenez des chats ou des rats dans des îles où les oiseaux nichent à terre, vous faites tout simplement disparaître toutes ces espèces d'oiseaux parce qu'ils sont incapables de se défendre face à des prédateurs avec lesquels ils n'ont jamais évolué depuis des millions d'années. Voilà donc toutes les causes de ce déclin. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne faudrait pas croire que finalement le déclin, c'est juste l'extinction comme ça d'un certain nombre d'espèces un peu farfelues qui ont du mal à résister à notre extraordinaire pression industrielle et à notre extraordinaire dynamique de société. Quand on voit le loup de Tasmanie ou le dodo de l'île Maurice, on a l'impression que finalement ce sont des histoires un petit peu pittoresques, hein, de disparitions anciennes, finalement qui n'ont pas porté tort plus que ça, si ce n'est que c'est un peu triste, hein, de voir cette galerie d'ancêtres disparus aujourd'hui. Mais en réalité,
derrière ces extinctions, il y a des problèmes de fonctionnement des écosystèmes. Avant que les espèces ne s'éteignent, leurs effectifs s'effondrent, et l'effondrement de ces effectifs, ça va entraîner des problèmes de fonctionnement. Et trop souvent, quand on parle de crise de la biodiversité, elle est imaginée comme s'il s'agissait de la chute d'un astéroïde, vous voyez, sur des populations de dinosaures. Là, cette image que j'ai mise là, vous en trouvez des dizaines comme ça dans des documents de vulgarisation. Vous voyez, comme si les dinosaures avaient été victimes uniquement de la chute d'un astéroïde brutal, comme une explosion nucléaire, un hiver nucléaire, et puis qu'en quelques années, c'était terminé. En réalité, les dinosaures étaient déjà sur une mauvaise pente avant la chute de l'astéroïde, et puis ils ont mis 1 million d'années à disparaître complètement. Donc on n'est vraiment pas dans un phénomène soudain, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, par contre. Et nous en sommes la cause. C'est pas, le cataclysme n'est pas causé par un astéroïde. Et puis les politiques de protection doivent être adressées longtemps à l'avance, même si l'issue des extinctions d'espèces nous paraît encore lointaine. Donc on a une représentation de la crise d'extinction qui est probablement assez fautive, et ce mot de cette expression de sixième crise d'extinction peut être trompeuse à cet égard. Et c'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que ce schéma à gauche qui est issu de l'IPBES, là on voit le nombre d'espèces éteintes augmenter de manière vertigineuse. Pour beaucoup de gens, c'est juste une perte d'espèces, alors qu'en réalité, pour les gens qui mesurent les fonctions de ces espèces dans les écosystèmes avec les graphes que vous voyez à droite, là, on se rend compte qu'à chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est une fonction essentielle qui disparaît dans un écosystème. Donc il y a des processus qui tout simplement ne peuvent plus se passer à mesure que les espèces disparaissent. Et là, par exemple, vous voyez, je vous montre des pollinisateurs. En France, on a 5500 pollinisateurs différents. On n'a pas seulement les abeilles domestiques. Mais évidemment, ces pollinisateurs, ils sont impactés par les pesticides, par la perte d'habitat, etc. Alors, quand vous en avez un qui disparaît, bon, ce n'est pas très grave. Il en reste d'autres. Quelques-uns sont spécialisés, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont généralistes. Donc, la plupart des plantes sont capables de faire avec quelques pollinisateurs différents. Et donc, finalement, un pollinisateur qui disparaît, ce n'est pas très grave. Si vous en avez un autre qui disparaît, ça peut être un peu plus gênant, mais ça va encore, ainsi de suite. Et puis si à la fin il n'en reste plus qu'un, ce qui se passe en fait, c'est que la fonction de pollinisation n'est plus efficace, soit pour des raisons quantitatives, parce qu'il n'y a pas assez d'insectes pour visiter toutes les fleurs, soit parce que ces pollinisateurs étaient spécialisés et qu'il y a certaines fleurs qui ne vont pas accepter la visite d'une abeille. Si vous voulez polliniser vos tomates, vous avez besoin de bourdons. Les abeilles ne savent pas très bien faire. Vous voyez. Donc si vous perdez les bourdons, vous perdez les tomates notamment. Et donc, à force d'augmenter ce déclin, on a cet effet bascule, vous voyez, qui se produit à côté, là, c'est-à-dire que tout va bien jusqu'au moment où ça dégringole, et là, on perd une fonction, et on se trouve dans une partie de la crise qui est beaucoup plus inquiétante, parce que là, ce n'est pas simplement une perspective lointaine d'extinction, c'est déjà un effet fonctionnel négatif. Alors dans l'IPBES, vous voyez, il y a des listes de tous les services comme ça que nous rend la biodiversité, morceau par morceau, puis on regarde comment ça va évoluer dans les années à venir en fonction des prévisions, un peu comme le GIEC fait ses projections climatiques selon nos quantités de gaz à effet de serre qui vont être produites. Et ces services, évidemment, c'est des catégories un petit peu artificielles, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre qu'en fait, il y a plein d'aspects de notre vie quotidienne qui sont régulés par la biodiversité et finalement qui vont mal se passer, tout simplement parce qu'on aura moins d'espèces. Alors, on peut justement montrer quelques exemples de dégradation de services. Déjà, par exemple, la production alimentaire, elle est entièrement basée sur la biodiversité. C'est de la biodiversité qu'on cultive ou qu'on élève. Et quand on élève, on a besoin de nourriture, c'est de la biodiversité. Quand on cultive, on a besoin de sols fertiles. La fertilité d'un sol, c'est uniquement biologique. La fertilité d'un sol, c'est la capacité du sol à retenir l'eau et la matière organique grâce aux vers de terre, grâce aux insectes, grâce aux champignons. Si vous perdez, grâce aux bactéries, si vous perdez tous ces organismes, parce que vous mettez trop d'intrants, d'engrais azotés, trop de pesticides, etc., vous allez perdre la fertilité du sol. Aujourd'hui, on a 40% des sols arables à la surface de la planète qui sont dégradés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts et stériles, mais ils sont dégradés. En France métropolitaine, on a 25% de sols dégradés. Ce qui veut dire quand même qu'on est dans une situation où on booste malgré tout en mettant des engrais qu'on achète très cher, parce que les engrais, on les achète notamment beaucoup à la Russie, et
les fabriques avec des gaz à effet de serre, les engrais azotés. Vous savez que c'est une réaction chimique qui a été découverte au début du siècle. On prend l'azote de l'atmosphère et on produit des engrais azotés à partir de ça. Mais ça plafonne malgré tout, parce qu'on a beau rajouter sur des sols qui sont devenus un peu moins efficaces, ça ne marche pas très bien. Puis comme je vous le disais, on perd des pollinisateurs. Aujourd'hui, si on a 70% d'insectes en moins dans certains endroits, évidemment, on a parmi eux beaucoup de pollinisateurs qui baissent également. Pour les céréales, pas de problème, mais pour beaucoup d'autres cultures, gros problème. Si vous avez un verger de pommes ou de poires, si vous avez des cultures de fraises ou d'aubergines, si vous avez des cultures de cassis, si vous avez un champ de colza non pollinisé, alors il est un peu auto-fertile, il est un peu pollinisé par le vent, mais sans pollinisateur, vous perdez 30% de production. Alors vous pouvez choisir, c'est vous arroser de pesticides à outrance, vous boostez avec des engrais, puis vous essayez de récupérer ce 30%, parce que les pollinisateurs ne sont plus là depuis longtemps, ou vous cultivez en agroécologie, et puis vous arrivez à regagner une bonne partie de ces 30%, et en plus vous polluez beaucoup moins les nappes phréatiques, les sols, etc. Vous posez beaucoup moins de problèmes à la biodiversité, à la santé humaine. Donc cette fertilité biologique, elle est en train d'être perdue, et un sol qui est vraiment dégradé fortement, par exemple qui est érodé, parce qu'il n'y a plus de végétation dessus, parce qu'il n'y a plus toute cette biodiversité qui habite en son sein et qui maintient la cohésion entre les éléments minéraux et les éléments organiques. Un sol de ce type, il est perdu pour plusieurs centaines d'années. Donc ce n'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer à la légère. Là, par exemple, je vous présente deux éléments qui vont dans le même sens. En haut, c'est la carte des services de pollinisation en France. Alors, quand c'est orange, ça va pas trop mal. Quand c'est rouge, ça va nettement moins bien. Puis quand c'est bleu, ça va très mal. Et en fait, on se rend compte que dans pas mal d'endroits, on a des services de pollinisation qui baissent de manière très importante, et on a des pertes de production qui vont de 5 à 80%. Donc 80%, c'est un extrême. Dans ces cas-là, en règle générale, les agriculteurs paniquent, ils appellent des experts, puis on se rend compte qu'on a mis un peu trop de pesticides ou qu'on a vraiment détruit le sol. Et en quelques années, on arrive à récupérer une production un peu satisfaisante. C'est ce qui s'est passé avec le cassis en Bourgogne, par exemple, où on a retrouvé des récoltes qui n'étaient connues que de mémoire de grand-père. Parce qu'on avait tellement déliré avec les pesticides pendant plusieurs décennies qu'aujourd'hui, il y a tellement plus de pollinisateurs qu'on n'arrive même plus à produire de cassis. Vous avez d'autres plantes, bien sûr, qui ne sont pas pollinisées, les céréales, ou des plantes qui sont récoltées avant la fleur, comme la betterave à sucre. Et donc là, on y va franco. Mais évidemment, le problème, c'est que quand on épand des pesticides ou quand on enrobe des graines avec des pesticides dans une parcelle de culture, avec le vent, avec l'eau, on s'aperçoit qu'on contamine les parcelles adjacentes. Donc ce qui ne gêne pas les betteraves va gêner bien sûr les plantes et les pollinisateurs dans les parcelles adjacentes. Et puis en bas, ça vous montre une carte des États-Unis avec à gauche la perte du premier horizon de sol au sein du Corn Belt, qui est tellement visible qu'on l'a évalué dans cet article-là grâce à des études sur des images satellitaires. Vous voyez à quel point la dégradation est forte. Et en fait, on vous montre sur la carte de droite, la carte verte, la perte de productivité agricole qui s'élève jusqu'à 9% sur une des terres les plus fertiles du monde. Donc vous voyez que finalement, avec de mauvaises méthodes agricoles industrielles, on en arrive même à tuer la poule aux œufs d'or. Donc la crise de la biodiversité, c'est pas seulement la disparition des éléphants et des lions dans les savanes africaines, c'est aussi en amont, quand vous avez tout simplement moins de bactéries, moins de vers de terre, moins de pollinisateurs, etc., vous avez des productions agricoles qui vont baisser, qui vont s'effondrer, et avec comme conséquence, bien sûr, des prix qui montent, des PME agricoles qui disparaissent, comme c'est le cas en France actuellement. Vous avez énormément de PME agricoles qui disparaissent, de grandes sociétés qui se mettent à produire pour l'export ou pour les agrocarburants, et de moins en moins d'agriculture vivrière, puisque cette agriculture vivrière, elle est extrêmement tributaire de la biodiversité qui est malmenée. Une autre conséquence de la perte de biodiversité, c'est la conséquence pour le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, quand on parle de l'eau, on a l'impression que c'est un problème de climat. Ce sont les pluies, trop de pluie, pas assez de pluie, ce sont les rivières, les océans. Mais en réalité, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a une grande partie de l'eau, ce qu'on appelle l'eau verte, ce que les hydrologues appellent l'eau verte, elle se trouve dans la végétation à la surface du sol. Donc quand vous êtes sur un plateau agricole, vous allez dans la Beauce, là, entre deux cycles de culture, vous n'avez quasiment pas de végétation, et les sols sont un peu abîmés. Donc là, finalement, quand il ne pleut pas assez, il n'y a plus d'eau du tout, parce que l'eau qui reste, c'est l'eau des nappes phréatiques,
assez profondément, mais l'eau qui était dans la végétation ou l'eau qui était dans un sol équilibré, elle est plus présente. Et puis s'il pleut trop, c'est l'inverse qui se produit, ça ruisselle parce que l'eau n'est pas non plus captée par la végétation. L'eau verte, c'est 60%. 60% de l'eau de pluie se trouve dans la végétation. Si vous n'avez pas de végétation, cette eau, elle va quelque part. C'est ce qui s'est passé à Valence, c'est ce qui s'est passé à Cannes. C'est encore plus vrai quand au lieu de sols agricoles malmenés, on a des sols qui sont bétonnés, parce que là, évidemment, le ruissellement, il est absolument total. Et nos usages sont démesurés. Vous voyez, la courbe en bleu, là, c'est l'augmentation de l'usage de l'eau, toutes catégories confondues, qu'il s'agisse de l'eau de boisson, de l'eau d'irrigation agricole, etc., de l'eau pour l'industrie, parce qu'il y a des industries, par exemple la fabrication des composants électroniques, c'est extrêmement consommateur d'eau. La consommation d'eau, elle a explosé, et la carte à côté du monde vous montre en rouge ou en orange les pays où il y a déjà un problème avec la disponibilité de l'eau. Et en fait, aujourd'hui, on a un quart et bientôt 2/3 des humains qui sont sous stress en eau, tout simplement parce qu'à force de supprimer la couverture végétale et la qualité, et de dégrader la qualité des sols, cette eau qui était proche de nous, elle n'est plus présente. Et puis on pompe tellement dans les nappes que certaines des nappes n'arrivent pas à se reconstituer. Alors là encore, 2 exemples. Moi, il y a un exemple qui m'a fait frémir il y a quelques années. Des collègues géophysiciens ont montré que la Terre avait basculé sur son axe d'à peu près 30 cm. Ça s'est produit au cours des temps géologiques à plusieurs reprises, mais là c'était dans un laps de temps vraiment très restreint. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'était sous l'effet de la modification de la position de l'eau sur Terre. Parce qu'on a tellement pompé d'eau dans les nappes phréatiques, on a tellement supprimé de végétation, finalement qu'on a changé la place de cette eau. Et cette eau n'est plus sur Terre, n'est plus dans la végétation, n'est plus dans les sols, elle se trouve dans les mers adjacentes. Là, vous voyez ici dans le graphique de gauche tout en haut, ces petits points verts fluo, là, c'est les endroits où l'eau s'est retrouvée parce qu'on l'avait chassée des terres quelque part. Voyez. Et finalement, comme la répartition de cette masse énorme à la surface du globe n'est plus au même endroit, ça a occasionné un changement de poids des différentes parties de la Terre, et la Terre a basculé de 30 cm. Donc on a tellement modifié le cycle de l'eau qu'on a changé la position de la Terre sur son axe. Et puis ce phénomène, le problème, c'est qu'il n'a pas seulement des effets colossaux comme ça à l'échelle du globe terrestre tout entier, mais il a aussi des effets locaux. Quand vous avez des massifs forestiers que vous morcelez, que vous finissez par grignoter petit à petit, le microclimat local qui était formé par l'évaporation de l'eau des arbres qui retombait au même endroit, ce cycle de l'eau, il est interrompu. Vous savez qu'un grand arbre, en été, il peut perdre 300 litres d'eau par jour par évaporation. Donc c'est colossal, mais cette eau, elle ne s'évanouit pas, elle reste généralement dans l'atmosphère au-dessus de la forêt, et il y en a une partie qui retombe sur cette forêt. Les régions forestières sont en moyenne beaucoup plus pluvieuses. Et puis par ailleurs, cette évaporation, ça crée un changement de pression atmosphérique, et généralement ça crée des circulations d'air, donc ça profite aussi aux aires adjacentes. Donc à côté d'une forêt, vous pouvez avoir d'autres milieux qui sont plus herbacés, par exemple, qui ne sont pas arborés, qui vont survivre grâce à cette forêt. Si vous savanisez une forêt, vous perdez tout ça. La savanisation de l'Amazonie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un phénomène qui se produit de plus en plus parce qu'on grignote l'Amazonie. Quand vous voyez des cartes satellites de la déforestation, c'est colossal. Et si en plus il y a des aléas climatiques avec des pluies qui sont un peu déréglées suite au dérèglement climatique, vous avez des moments où l'eau est encore moins présente et ça met en danger même le reste du couvert forestier. Donc aujourd'hui, on est très proche d'un point de bascule dans lequel l'Amazonie deviendrait une savane. Et si l'Amazonie devient une savane, évidemment, les personnes qui vivent là n'auront plus d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu des images récentes de villages qui se trouvent au bord du fleuve Amazone, qui se trouvent au milieu d'une espèce d'un grand pataugeoire boueux, parce qu'il y a des moments maintenant où l'Amazonie, à certains moments, sur certains endroits de son cours, ne comporte plus autant d'eau. Donc on est dans des épisodes où on se rend compte finalement on a tellement abîmé l'écosystème forestier qu'on est en train de modifier le climat local. Là encore, on est très loin de la disparition de quelques espèces charismatiques, on est sur du fonctionnement d'écosystèmes. Une troisième conséquence qui est importante à comprendre, c'est le fait que nos pressions sur la biodiversité provoquent l'émergence de maladies. Pourquoi ? Alors d'abord, à quel rythme ? À quel rythme ? C'est à peu près une maladie qui émerge en moyenne depuis 1950, tous les 14 à 16 mois. Alors bien sûr, on a tous en mémoire la Covid-19 parce que voilà, ça vient d'arriver.
Et puis, comme on ne sait pas trop son origine, finalement, ça a amené beaucoup de discours contradictoires sur la maladie. Est-ce qu'elle est venue d'une suite de labos? Est-ce qu'elle est venue du milieu naturel? Mais il ne faudrait pas que cet exemple récent nous détourne de tout ce qui s'est passé durant les décennies précédentes. Il y a énormément de maladies infectieuses d'origine animale qui sont apparues régulièrement. Vous en connaissez tous au moins quelques-unes de noms, hein, le sida, la fièvre Ebola, le virus Nipah, etc. Le premier SRAS, hein, qui a quand même tué 800 personnes, notamment en Asie du Sud-Est. Et ces maladies, en fait, elles apparaissent à un rythme beaucoup plus fort depuis le milieu du XXe siècle, tout simplement parce qu'on a morcelé des écosystèmes riches en animaux. Et de fait, on a augmenté la surface d'échange. Quand vous avez des forêts qui sont coupées, puis vous mettez des humains aux lisières, bah, ils vont côtoyer des mammifères qui sont réservoirs de pathogènes, des chauves-souris, des rongeurs, d'autres mammifères, peu importe. Et puis, au fur et à mesure de ce côtoiement, finalement, il y a des pathogènes qui arrivent à s'adapter et qui nous sont transmis. Et puis, quelquefois, ce n'est pas seulement le pathogène lui-même, c'est aussi une espèce qui est vectrice, comme par exemple un moustique, hein, et qui va nous transmettre ce pathogène. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous, on a introduit un vecteur de maladie dans notre environnement européen, le moustique tigre. Hein, et aujourd'hui, ben, on en souffre, on va en souffrir de plus en plus, et on va devoir courir après les populations de ce moustique pour éviter d'avoir des épidémies de dengue très sévères, hein, comme il y en a eu, par exemple, il y a quelques années sur l'île de la Réunion. Donc on est dans une situation, vous voyez, où on sait parfaitement les risques. Hein. Cette carte-là vous montre à peu près quels sont les risques d'émergence de maladies, parce que c'est une combinaison de où est-ce qu'il y a le plus de biodiversité, où est-ce qu'il y a le plus d'atteinte à la biodiversité, et où est-ce qu'il y a le plus de populations humaines pionnières. Et si vous croisez ces trois données, bah vous pouvez désigner déjà les endroits où des maladies vont apparaître. Et puis il y a des conséquences des fois beaucoup plus diverses et qui peuvent être surprenantes au sens commun hein, de la crise de la biodiversité. Par exemple, récemment, un très joli article scientifique, très jolie étude qui est parue sur les réseaux de dispersion de graines dans les écosystèmes européens. Parce que vous savez qu'il y a des graines qui se déplacent avec le vent, hein, les samarres de l'érable par exemple, on sait tous ça. Mais il y a également des graines qui sont consommées, des fruits qui sont consommés par des animaux, et puis les animaux défèquent plus loin, et les graines qui ont été en partie digérées germent donc là où l'animal a déféqué, un peu plus loin que l'endroit où il a attrapé ce fruit. Et cette dispersion, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les glands qui sont dispersés par les jets, mais il y a plein d'organismes qui dispersent des graines. Alors ça peut être des graines qui s'accrochent dans leur fourrure, ça peut être des graines qui sont consommées puis rejetées. Cette dispersion, elle est pour une bonne part biologique. Mais quand vous avez des populations d'oiseaux qui baissent, quand vous avez des populations de certains mammifères qui baissent, bah, les graines qui sont dispersées spécifiquement par ces animaux bah, vont être de moins en moins dispersées. Alors vous voyez par exemple sur le graphique à droite, là, tous les réseaux avec toutes les petites flèches dans tous les sens, là, sont les réseaux entre les espèces végétales qui ont des graines qui sont dispersées par des espèces animales. Donc on fait la correspondance, qui disperse qui. Donc c'est évidemment assez complexe parce que quand vous avez un environnement dans lequel vous avez des milliers d'espèces végétales et puis plus d'un millier d'espèces animales, le réseau peut être assez compliqué. Hein. Là encore, ce n'est pas forcément des réseaux d'espèce à espèce. Vous pouvez avoir un oiseau qui va consommer plusieurs types de graines. Toujours est-il qu'une plante va dépendre de ces oiseaux pour voir ces graines dispersées. Et puis dans le graphe à gauche, là, ce que vous voyez, c'est ce qui va bien, c'est ce qui est vert. Là, ce sont des espèces de plantes qui vont continuer à être dispersées vraisemblablement parce qu'il y a les animaux pour, qui sont en bon état. Ce qui va mal, c'est ce qui est en orange. Là, les disperseurs des graines se portent mal et donc il y a de moins en moins de dispersion de graines. Et ce qui va très mal, c'est en rouge, encore pire en violet. Et là, en fait, les disperseurs sont en tellement mauvais état qu'il n'y a plus de dispersion. Donc c'est très simple, hein. Quand on parle de reforester la France, de planter 1 milliard d'arbres, c'est impossible à faire de manière humaine. Parce ça coûterait des dizaines de milliards d'euros. Il faudrait des pépinières géantes, il faudrait préserver la diversité génétique des plants d'arbres, il faudrait des pépiniéristes, des jardiniers par milliers. Et puis encore, faudrait-il planter des arbres qui seraient capables de résister au climat qui va exister dans 30 ans en France métropolitaine. Dans le nord de la France, il faut oublier le être commun et le boulot. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Le climat ne sera pas adéquat pour qu'il puisse pousser. Par contre, quand vous avez des oiseaux qui transportent les graines des arbres
de proche en proche, comme ça, vous avez une dynamique naturelle qui se produit. Et il faut à tout prix conserver cette dynamique naturelle parce que vous ne pourrez pas y suppléer avec une armée de jardiniers. C'est hors de propos, hors de budget. Et je pense qu'il n'y aura pas un gouvernement ni un ministre qui aura l'idée saugrenue, finalement, d'augmenter le budget sur ce type d'action, bien malheureusement. Donc on le voit, hein, là, on perd beaucoup de choses finalement avec des espèces très triviales, très banales qu'on voit guère, dont on ne se soucie pas trop, dont on ne voit pas l'évolution, dont on ne voit pas la dynamique, etc. Si ce n'est voilà, à travers les travaux de scientifiques qui s'y consacrent. Et finalement, on a l'impression que ça va très mal. Il y a quand même un espoir dans la mesure où cette puissance de la biodiversité qu'on voit là, et on la voit quand on est comment dire, ennuyé par des moustiques tigres, hein, dont on n'arrive pas à se débarrasser. On la voit quand on se rend compte qu'aujourd'hui on tue des centaines de milliers de sangliers par an, alors qu'on en tuait quelques dizaines de milliers quand j'étais enfant, parce que ces animaux se reproduisent à une vitesse phénoménale, et puis qu'on les chasse très mal aussi. Eh bien, on voit cette puissance de la biodiversité et finalement cette puissance, il faudrait l'utiliser à notre profit, hein, plutôt que finalement de se laisser dominer ou de susciter des événements puissants qui se produisent à notre détriment. Et c'est ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Si au lieu d'introduire des moustiques sans vergogne, on va essayer finalement de repeupler avec certaines espèces qui nous rendent service, des disperseurs de graines, des pollinisateurs de plantes, etc., ou tout au moins de leur ficher la paix de manière que leur population se redéveloppe, on va avoir tout de suite des effets positifs. Et c'est toute la question des solutions fondées sur la nature, hein, c'est de se dire qu'au lieu de penser uniquement intérêt immédiat humain, on va penser co-bénéfice pour les humains et le reste de la biodiversité. Alors vous en connaissez tous, hein, des solutions fondées sur la nature. Il y a les aires protégées. Quand vous avez une aire marine protégée, qui est vraiment protégée, hein, pas comme les aires marines françaises, vous avez à côté de la pêche artisanale qui se porte beaucoup mieux, parce que les populations de poissons se reproduisent à cet endroit-là, puis elles se reproduisent tellement qu'elles débordent sur les aires adjacentes. Et à côté, les pêcheurs, s'ils font une pêche raisonnée, ils sont tranquilles, ils ont de quoi pêcher. De la même manière, remettre en eau des zones humides et des tourbières, hein, c'est une opération hydraulique toute bête. Il ne faut pas imaginer quelque chose de très compliqué au plan technologique, mais ça marche très bien. Quand vous remettez en eau une zone humide, vous avez tout de suite des espèces qui reviennent d'elles-mêmes. Alors là, ce n'est pas les espèces qui vous cassent les pieds, hein, ça va être les oiseaux, les libellules, les plantes aquatiques, etc., les batraciens, parce qu'il y a une dynamique naturelle de dispersion, de reproduction qui fait que ces espèces vont repeupler les zones humides. Si vous allez sur le site de l'IUCN, vous allez voir des opérations de restauration de zones humides comme ça qui ont été faites dans un certain nombre de régions en France et qui sont toujours couronnées de succès parce que c'est basé sur une dynamique très puissante, très spontanée. Et il faut juste s'assurer que ça va marcher, qu'on va laisser les choses se faire dans la bonne direction. Et puis une troisième dimension qui devrait être aujourd'hui favorisée et qui ne l'est pas du tout, c'est l'agroécologie. De la même manière, quand on cultive, au lieu de cultiver en mettant beaucoup trop de pesticides, beaucoup trop d'engrais azotés, des produits dont on n'a pas vraiment besoin, des céréales pour le bétail, de la viande de mauvaise qualité en quantité colossale, des agrocarburants en quantité également colossale, la betterave à sucre et le colza, aujourd'hui en France, c'est pour les diesters et l'alcool que vous avez dans le super 95E10, les diesters dans le diesel. Au lieu de cultiver tout ça en quantité de plus en plus grande, si on cultivait de manière raisonnée, même en conventionnel, un certain nombre de produits de première nécessité, on aurait effectivement une restauration de la biodiversité dans les zones en question. On a une zone atelier au CNRS qu'on partage avec l'INRAE, où on monitore la biodiversité en lien avec 400 entreprises agricoles locales, et on se rend compte par exemple que sur des cultures conventionnelles blé-colza, donc ce n'est pas des choses encore très vivrières et très élaborées, on peut baisser les intrants de 30% sans perdre en rentabilité. Mais évidemment, c'est très compliqué finalement à faire passer parce qu'il y a des structures, des coopératives agricoles, il y a des syndicats agricoles, il y a des exploitants qui ont pris des habitudes qui datent de leur enfance, qu'il est très difficile de faire changer. Un des résultats de cette zone atelier récemment, c'est de se rendre compte qu'on peut quasiment enlever les herbicides sur des cultures de blé de printemps, parce que le blé de printemps pousse très vite et il surcime très vite les mauvaises herbes, les adventices. Et on se rend compte que mettre des herbicides, là, ça sert strictement à rien. Les herbicides, en règle générale, peuvent être assez toxiques.
Vous avez un herbicide, le 6e le plus utilisé en France actuellement, notamment dans des cultures de blé, c'est un polluant éternel. Donc c'est une excellente idée de pulvériser un polluant éternel dans les champs. Ben, en fait, on pourrait le supprimer. Et l'expérience a été menée avec ces 400 entreprises agricoles qui ont participé, qui ont vu les résultats. Hein. Donc sur une partie de leur parcelle, ils ont fait la manip, ils ont vu que ça marchait. Et il y en a seulement 20% qui ont accepté de changer. Mais pourquoi? Parce que quelque part, pour eux, c'est une assurance. Vous voyez, c'est un peu comme si je vous disais, écoutez, vous avez une voiture qui est un peu ancienne, est-ce que vous êtes assuré au tiers collision ou tout risque? Vous allez peut-être vous dire, bah, je suis assuré tout risque parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir de problème. Mais moi, je vais vous dire, mais vous perdez de l'argent là, parce que de toute façon, vous n'en avez pas besoin. Mais vous aurez envie malgré tout de conserver cette assurance. Bah, finalement, on a tellement appris aux agriculteurs en agriculture industrielle qu'il fallait à tout prix traiter à fond qu'aujourd'hui, il y a la peur quelque part, et c'est bien légitime hein, quand on est un exploitant avec une trésorerie très compliquée. Hein, on a la peur finalement de prendre le risque d'enlever une partie de ces pesticides, quand bien même on se rend compte que ça ne sert à rien. Quoi. Voilà, donc on est aujourd'hui dans un système où malheureusement l'agroécologie n'est pas favorisée hein, par les gouvernants. Vous savez que la PAC, la politique agricole commune, ne lui laisse quasiment pas de place. La subvention pour le bio est ridicule. La loi d'orientation agricole qui vient d'être publiée met l'exergue sur l'agriculture vivrière, alors qu'en réalité, elle ne concerne qu'une agriculture non vivrière. Et le mot agroécologie a été soigneusement expurgé du texte de loi. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une situation, malheureusement, où on ne va pas du tout dans le bon sens. Et puis, au plan culturel, il faut bien se dire que quand on parle de biodiversité, on ne pense pas agriculture, on ne pense pas sylviculture. On ne pense pas infrastructure. C'est dans notre représentation culturelle, la biodiversité, c'est le lion, le récif corallien, l'éléphant, etc., voire le papillon à la limite. Et quand on parle de biodiversité dans un champ de colza, on va en penser est-ce qu'il y a des pollinisateurs ou pas? Mais le colza lui-même, c'est de la biodiversité. Il a besoin aussi de la biodiversité du sol. Donc il y a vraiment besoin de renouer, hein, de se rendre compte que finalement tout ce qui est vivant, c'est de la biodiversité, et qu'il s'agisse d'un champ de colza ou d'une forêt naturelle, il y a des phénomènes qui se passent à l'intérieur de ces écosystèmes et qu'il faut en tenir compte pour qu'ils fonctionnent correctement. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, on traite les agroécosystèmes, les champs, comme des choses totalement artificielles. C'est quasiment une culture hydroponique hein, sur des sols qui sont dégradés. Quand on plante des conifères au cordeau sur des hectares, on s'intéresse à avoir quelque chose qui va pousser très vite et qu'on va pouvoir récolter très vite. Et s'il y a un dérèglement climatique, l'expérience a montré que généralement ça brûle hein, au bout de 20 ans. Voilà. Quand on a des infrastructures de santé, par exemple, en règle générale, on les traite sans prendre en compte la dynamique des pathogènes. Aujourd'hui, quand vous voyez l'hôpital Georges Pompidou, quand il a été configuré, on a lutté contre des bactéries dans le système d'eau chaude pendant des années avant d'arriver à s'en débarrasser, parce que c'est une énorme usine à gaz. Hein. Vous allez faire un tour à la salpêtrière, et là, vous voyez que les pavillons sont séparés les uns des autres, hein, et qu'on évite de cette manière-là la propagation des pathogènes, etc. Ils ont des systèmes qui sont indépendants. Ce qu'on faisait de manière hygiénique au début du siècle, on l'a oublié, et aujourd'hui, on construit d'une manière qui n'est pas finalement écosystémique. Et puis ce qu'il faudrait aussi, c'est intégrer les coûts environnementaux dans nos comportements. Se dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ne pas réfléchir par rapport à nous uniquement, mais réfléchir par rapport à l'écosystème qui nous entoure. Moi, je prends l'exemple des fruits et des légumes. Si vous allez sur un marché et que vous achetez 1 kilo de légumes, vous allez penser que vous payez le prix du légume, peut-être le prix de la production et un petit peu de distribution. Hein. Mais en réalité, dans ce prix, il faudrait aussi prendre en compte finalement ce que vous payez à la Société des eaux, parce qu'elle a beaucoup de mal aujourd'hui à vous fournir une eau potable avec les résidus des traitements pesticides et des engrais. Ce que vous payez à l'assurance maladie, parce que vous payez cher votre assurance maladie, parce que les maladies dégénératives explosent, et les premières victimes, bien sûr, ce sont les agriculteurs, hein, qui les déclarent comme maladies professionnelles maintenant. Et puis vous payez aussi finalement cela à travers la dégradation du climat, parce que l'agriculture industrielle mécanisée, elle émet énormément de gaz à effet de serre. Hein. Donc finalement, le prix de vos légumes, vous ne le payez pas une fois, vous le payez 4 fois. Vous voyez. Et en fait, quand on fait cette comptabilité, et ça a été fait, hein, ça a été fait de manière chiffrée par des économistes et des écologues, on se rend compte en fait qu'on ne prend jamais en compte hein, dans la structure de nos sociétés finalement ce qui ne rentre pas dans le budget de l'entreprise. Évidemment, la PME agricole, elle ne va pas prendre en compte le coût de la pollution de la nappe phréatique ou le coût du dérèglement climatique. Elle va le subir. Hein,
comme nous, par contre-coup, mais on ne va pas le prendre en compte dans le budget. Donc il y a vraiment besoin d'arriver à finalement à augmenter nos co-bénéfices avec une approche globale comme ça. Si on diminue les intrants, on aura une meilleure santé, on aura une meilleure biodiversité, et finalement, on va avoir des retours financiers qui vont être très importants, mais encore faut-il s'en rendre compte. Et une manière d'aller par là, c'est aussi de favoriser des circuits courts, parce qu'évidemment, à partir du moment où un circuit est long et n'est pas local, vous avez forcément des gaz à effet de serre qui sont émis lors des transports, etc. Et puis, il faut se donner les moyens de ça, c'est-à-dire d'aller vers des stratégies transversales. Aujourd'hui, les gouvernements ont des stratégies en matière d'énergie, en matière de climat, en matière de biodiversité, mais qui sont souvent contradictoires. Et ça, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Il faut adapter la fiscalité. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout adaptée. Ce que je vous disais tout à l'heure. On ne subventionne pas, finalement, les activités qui sont favorables à l'environnement. Et ce n'est pas une gabegie. Financer des activités favorables à l'environnement, c'est s'assurer des retours financiers très importants dans les années à venir, par toutes les voies que je viens d'évoquer. Adapter le droit également, le principe pollueur-payeur, il existe dans le droit français. Je crois même qu'un juriste m'a dit qu'il était même dans le droit constitutionnel français. Mais ce principe pollueur-payeur, il est quasiment jamais appliqué de manière sérieuse. Parce que les moyens manquent, parce que la motivation manque, parce que le temps manque, parce que c'est tellement compliqué quelquefois d'aller identifier le pollueur qu'on préfère ne pas s'attaquer à la question. Puis on a besoin aussi d'un nouvel élan collectif, c'est-à-dire de faire les bons compromis, de ne pas couper des forêts naturelles pour planter des champs de panneaux photovoltaïques, parce que ça, au plan du bilan carbone ou au plan du bilan écosystémique, ça n'a pas de sens. Et le but, c'est pas seulement, vous voyez, d'essayer de contrôler à la marge tout ce dont on vient de parler. On a vraiment besoin d'un changement transformateur. Quand on parle d'agroécologie, c'est pas simplement avec une loi d'orientation agricole ou une subvention qu'on va régler définitivement la situation. Bien sûr que c'est indispensable, mais il faudra en plus quelque part qu'au sein de notre société, les circuits de production changent. Alors ils peuvent changer top-down, avec des réglementations, mais ils peuvent aussi changer parce que nous autres, en tant que consommateurs, en tant que responsables d'une PME, d'une cantine, d'un marché public, etc., on va exercer une demande plus forte pour des produits agroécologiques et pas pour de la nourriture transformée. Ça veut dire qu'il faut construire des collectifs avec toutes les parties prenantes. Moi, je prends pour exemple le plan alimentation durable de la ville de Paris, qui est construit en favorisant des entreprises qui fonctionnent de manière agroécologique sur la Grande Couronne, en collaboration et cofinancé avec les sociétés des eaux, pour amener une nourriture équilibrée dans des cantines, dans de la restauration collective. Sachez qu'aujourd'hui, ce plan il est attaqué par la FNSEA en justice parce que la FNSEA accuse le plan d'empêcher l'usage de pesticides dans les parcelles agricoles concernées. Voyez, donc, quelquefois, on a bien du mal à transformer le système. Et puis, ça veut dire aussi partager les connaissances, parce que tout ceci, c'est pas juste de l'empirisme. Il y a ce que je viens de vous résumer à grands traits, là, c'est travaillé par des milliers de gens. Il y a énormément de gens qui ont travaillé la théorie, la pratique, qui savent tout ça et qui ont besoin de partager ces connaissances de manière qu'elles soient appliquées. Ça peut être des scientifiques de l'INRAE, ça peut être des scientifiques du CNRS, ça peut être des enseignants, ça peut être des enseignants dans des lycées agricoles, etc. Enfin, toute la société doit arriver à partager ses connaissances et il faut inciter les scientifiques à ce partage. Et ça veut dire aussi mobiliser des expertises scientifiques collectives, parce que quand on vous parle de ce qui est écrit dans les rapports du GIEC ou de l'IPBES, c'est ce qui est vraiment avéré, c'est ce qui est consensuel. Et là, aucune personne de bonne foi ne peut prétendre que ce n'est pas correct et qu'on peut passer outre. Il faut aussi rendre ce partage ludique et attractif. Si je vous dis que vous ne devez plus prendre l'avion, que vous devez cesser de manger de la viande du jour au lendemain, pour certains d'entre vous, ça va être exaspérant. Ça se comprend tout à fait. Par contre, si je vous dis manger des bons produits en circuit court, local, de saison, bio, et ça, on peut toujours le faire, même quand on est en région parisienne, ça c'est plutôt agréable et c'est pas vraiment un problème. Végétaliser la ville, avoir la vue sur un parc public ou sur une rangée d'arbres plutôt que d'avoir la vue sur une façade grise, surtout en été, c'est plutôt agréable également. Donc il faut arriver à ce qu'on rende ces modifications du système plutôt agréables et plutôt attractives. Et puis quelquefois, finalement, les arts et l'humour peuvent nous aider. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelait Don't Look Up, mais il y a plein de manières de faire ça. En fait, quand on ridiculise le déni, finalement, ça aide finalement à comprendre le ridicule de certains comportements. Dans le film, il y avait d'ailleurs un industriel qui conseillait de très près un gouvernement nord-américain
hypothétique qui vous rappellera certainement une situation qui est assez actuelle en ce moment. Et puis, il faut aussi se rendre compte que tout ce qu'on parle à propos tout ce dont on a parlé à propos de la biodiversité, il faut en avoir l'expérience personnelle dans sa chair. Pour des enfants qui ont toujours vécu en ville et dont les parents ne peuvent pas amener faute de moyens dans le milieu naturel, ça reste quelque chose de complètement virtuel. Et quand on fait des études de comportement, on se rend compte que ces personnes-là sont dans l'incapacité d'aller vers un monde meilleur, parce que pour elles, ce monde meilleur, il n'existe pas réellement. Elles ne l'ont jamais éprouvé, c'est même pas un souvenir d'enfance. Donc il faut à tout prix, voilà, des classes vertes, de l'aide, de l'équité sociale, c'est absolument indispensable à ce qu'il y ait un changement transformateur. Et l'expérience, même pour des gens qui l'ont vécu étant enfant, l'expérience au quotidien, elle doit être réinstaurée de manière à ce qu'on puisse aller dans cette bonne direction. Et pour finir, voilà, je me permets de vous faire un petit peu de publicité personnelle, mais sur lesquelles j'ai très peu de revenus, en particulier les volumes au CNRS Éditions. Je ne touche aucun royalty sur leurs publications. Voilà, et ça peut vous permettre d'avoir des éléments supplémentaires d'information sur tout ce dont je viens de vous parler. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci pour ces exposés toujours aussi limpides et qui permettent, tout comme, encore une fois, tout comprendre ou presque sur la biodiversité. Si vous avez des ados, ça marche très très bien. Enfin, moi, mes enfants ados, ils se les offrent entre eux. Donc, voilà, ce livre-là, n'hésitez pas à diffuser. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors, on va... Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je ne doutais pas que ça le serait. J'avais deux petites questions. La première qui est plus une interrogation et un peu une pique par rapport au tout début. Vous avez présenté la table, le pantalon et la tasse. Vous parliez que la tasse était donc fabriquée par des bactéries, enfin l'argile par les bactéries. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut aussi considérer que tout ce qui est autour de nous est bioconstruit parce que c'est nous qui l'avons construit, nous faisons partie de la biodiversité? Et deuxième question, c'est concernant l'empathie vis-à-vis des différentes espèces qui donc s'éloignent au fur et à mesure que les espèces sont éloignées de nous, mais on voit que pour une même espèce, d'une personne à l'autre, il y a une empathie qui est très différente, donc qui est liée, comme vous le disiez, à l'éducation, à l'environnement, donc là on est, mais pas uniquement, parce que deux personnes qui ont été éduquées dans le même contexte peuvent avoir une empathie très différente, et à l'inverse, des personnes qui ont été élevées en ville peuvent avoir une grande empathie pour la nature. Donc est-ce qu'on a des pistes sur le pourquoi? Oui, et effectivement, en théorie, on doit réintégrer les humains dans la biodiversité. Le problème, en fait, c'est que les humains aujourd'hui se comportent comme une espèce envahissante quelque part. Et donc, de fait, on peut se réintégrer dedans, mais il faudrait qu'on s'y réintègre avec des règles de comportement qui soient correctes. Alors, sur l'empathie, en fait, évidemment, ce sont des moyennes. Vous avez peut-être vu sur le graphe, il y a des barres de variation. La même expérience a été faite avec des personnes qui souffrent d'un trouble autistique. Et c'est assez intéressant parce qu'elles ont les mêmes règles d'empathie vis-à-vis des autres espèces, mais ont des problèmes vis-à-vis de l'espèce humaine elle-même. C'est une des particularités des troubles autistiques. Et la même expérience avait essayé d'être faite avec des populations amérindiennes, donc avec un système culturel très différent, une relation au vivant très différente. Malheureusement, il y a eu des problèmes logistiques qui ont fait que ça n'a pas pu être mené à bien jusqu'au bout. Ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement des différences d'un individu à l'autre, mais globalement, voilà, il y a quand même cette relation reste à peu près statistiquement valable, même si voilà, on a des personnes particulièrement phobiques qui vont pas vouloir toucher même aucun mammifère, et puis au contraire des personnes qui vont se sentir bien en présence d'un arbre et qui vont voilà, donc c'est malgré tout quelque chose d'intéressant à considérer. Ça nous permet d'avoir quand même une attitude réflexive sur nous-mêmes, de se rendre compte que le regard qu'on porte sur le vivant, il n'est pas complètement rationnel. Parce que très souvent, quand on parle de la souffrance animale, on pense faire de la philosophie de l'éthique en portant son regard sur des mammifères, sur des vertébrés. Alors oui, bien sûr, en partie. Mais il y a une partie de ce raisonnement, malheureusement, encore aujourd'hui, qui est un petit peu trop influencée par
pas une caractéristique un peu plus fondamentale de notre organisme, hein, c'est-à-dire qu'on est un mammifère et on va regarder avec plus d'empathie d'autres mammifères, tout simplement parce qu'on les comprend mieux. Hein. Moi, quand je montre ça à des étudiants, je leur montre un chien et une holoturie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une holoturie, un concombre de mer. Bon, c'est vrai qu'on ne sait déjà pas où est la tête, où est le... Voilà, donc on a du mal à éprouver de l'empathie, tout ça simplement pour quelque chose qu'on ne comprend même pas, quoi. Voilà, c'est pas forcément de la détestation ou de la phobie. Hein. Oui. Oui, parfait. Alors effectivement, c'est un sujet qui est beaucoup étudié parce qu'il y a un enjeu derrière énorme, hein, et une forte demande de la part des investisseurs dont beaucoup se préoccupent très sincèrement hein, d'avoir une action complètement différente sur l'environnement. La difficulté, en fait, c'est effectivement la métrique, hein, parce qu'on le voit, c'est complexe. Hein. On a la diversité génétique, on a la diversité des espèces, puis la diversité des interactions entre les espèces. Donc, il n'y a pas un indicateur simple comme pour le carbone. Et ça, c'est souvent reproché finalement aux personnes qui étudient la biodiversité en leur disant mais vous n'avez pas été capable de fabriquer un indicateur. En réalité, il y en a beaucoup. Ils ont tous été comparés sur le plan de leur efficacité. En règle générale, alors il y a aussi des stratégies au-delà des indicateurs, la fameuse stratégie éviter, réduire, compenser par exemple. Donc l'idée, c'est que l'idéal, c'est par rapport à un écosystème qui est dans un état d'intégrité relative, on va éviter de diminuer cette intégrité. Donc ça veut dire, dans une forêt, on ne va pas faire des coupes rases, par exemple. On va réduire au maximum cette action si on ne peut pas l'éviter complètement. Et puis si jamais on ne peut ni éviter ni réduire, on va compenser, et c'est là où les problèmes commencent. C'est-à-dire que si par exemple on coupe une forêt pour construire une infrastructure, une autoroute au hasard, vous allez avoir la plantation d'une forêt dans une aire différente. Et là, le problème commence parce qu'en fait, ce que l'on montre, c'est qu'un écosystème, pour qu'il se développe, il faut quand même un certain temps, ça a une certaine complexité. La plupart du temps, déjà, on ne replante pas au même endroit, donc on ne va pas forcément partir des mêmes conditions de départ. Ça va demander beaucoup de temps. En règle générale, c'est fait de manière très sommaire, et donc le résultat n'est pas très satisfaisant. Donc finalement, ce que montrent les écologues, c'est que la compensation ne devrait jamais être finalement la solution. Hein. Ça devrait être une exception. Et malheureusement, en fait, c'est pas le cas. La plupart du temps, on considère, quand on fait un ouvrage d'art, quand on urbanise, quand on artificialise, on considère que bon, c'est pas grave, on va compenser, quoi. Donc ça, c'est vraiment la règle d'or, c'est qu'on ne devrait pas compenser, on devrait éviter ou réduire dans la plupart des cas. Et on voit toute la difficulté qu'il y a à faire ça, parce que je ne sais pas si vous avez suivi les débats sur la loi zéro artificialisation nette. Hein. C'est une loi qui organisait le fait qu'on arrête d'artificialiser à l'échelle des plans locaux d'urbanisme avec un objectif de réduction sur quand même pas mal d'années, de moitié seulement. Hein. Elle a été suivie par une autre loi parce que la première était considérée comme un peu trop stringente. Et puis les élus continuent à râler, parce qu'effectivement, c'est contraignant pour un élu, hein, il n'y a pas de doute. Et puis par ailleurs, on voit bien avec le dérèglement climatique, quand vous avez des pluies importantes à certains endroits, le ruissellement est tellement grave que là, effectivement, on s'aperçoit qu'il valait mieux ne pas artificialiser, mais il est trop tard. Hein. C'est ce qui s'est passé à Valence, c'est ce qui s'est passé à Cannes aussi. Hein. Monsieur le maire de Cannes a préféré accuser Météo France plutôt que l'artificialisation des substrats. Mais ça reste un problème et un enjeu. Donc il y a des métriques qui existent, hein, dont une par exemple a été mise en œuvre par la Caisse des dépôts biodiversité et qui sont relativement utilisables, mais qui sont évidemment grossières parce qu'elles ne peuvent pas prendre en compte la structure interne de tous les écosystèmes. Donc on arrive à voir globalement que quand on a un milieu qui est relativement intègre, dans lequel on a produit moins de perturbations, on va avoir un résultat plus satisfaisant. Et donc l'idée, c'est de mettre en place des politiques qui vont en ce sens, hein, et qui limitent les pertes d'intégrité et de fonctionnement des écosystèmes.
Donc en règle générale, essayer de conserver l'intégrité d'un endroit avec ses espèces, sa structure et son fonctionnement. On prend une dernière question parce qu'on a dépassé notre horaire. Je demande avec le micro parce que sinon c'est pas enregistré. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur le dégel des sols, Oui. le permafrost. C'est quoi l'avenir de ça au niveau biodive, que ce soit au niveau bactéries, bestioles, etc., hormis le côté CO2? Oui, bah effectivement, c'est un problème à tous égards, hein, parce que déjà, ça libère des gaz à effet de serre, ça crée des problèmes structurels, hein, parce que quand un permafrost se dégèle, bah, le sol s'effondre, hein, plus ou moins. Donc si vous roulez dessus avec un véhicule, bah, il va s'effondrer brutalement. Et puis il y a effectivement des organismes qui étaient congelés et qui sont capables de se réveiller. Et donc on sait par exemple, dans certains cas, il y a des épidémies, des cas de charbon, cette fameuse maladie infectieuse, là, qui se sont développés près du cercle polaire. Et quand on a étudié avec des techniques de biologie moléculaire les souches de charbon qui avaient rendu ces personnes malades, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des souches actuelles, c'était des souches qui avaient un grand âge et qui étaient redevenues actives du fait du dégel du permafrost. Donc effectivement, il y a un enjeu énorme à la fois de santé, hein, parce qu'il y a un certain nombre de micro-organismes et de pathogènes qui peuvent se réveiller. Parce que ce dont il faut se rendre compte avec cette biodiversité, c'est qu'à chaque génération, il peut y avoir des petites différences. Donc même en l'absence de grands changements visibles, une bactérie d'il y a 10 000 ans n'est pas la bactérie d'aujourd'hui, même si elle semble être identique. Vous voyez que même avec certains virus ou certaines bactéries aujourd'hui, à l'échelle de quelques années, on doit changer nos antibiotiques, on doit changer nos vaccins parce qu'entre-temps, ces organismes ont évolué. Donc vous imaginez ce qu'il en est si on prend une bactérie ou un virus qui date de 1000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, 50 000 ans. On est vraiment dans des situations où on peut être affecté par des organismes contre lesquels on n'est pas protégé, soit du fait de notre immunité naturelle, soit du fait des méthodes de lutte qu'on emploie. Donc ça, c'est vraiment un problème. Puis le gros problème également, c'est que ça provoque un emballement finalement de l'émission de gaz à effet de serre, avec des phénomènes de déstockage du carbone ou du méthane qui se trouve dans les sols. Et évidemment, ça ne fait que renforcer le dérèglement climatique. Merci beaucoup, Philippe. Nous allons achever cette soirée. Je redis qu'elle est disponible en replay pour ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, re-regarder à nouveau évidemment la conférence, la diffuser, la partager. Notre prochaine séance, on repart sur l'école de la santé. Donc le 27 mars, prochaine séance sur l'école de la santé. Comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui suivent l'ensemble des séances, on a une grande interaction entre l'école des transitions écologiques et l'école de la santé, et notamment avec différentes conférences autour des enjeux de co-bénéfice santé-environnement. Merci beaucoup, bonne soirée.